vont nous proposer des petites lectures. Alors, hop, voilà. Monique qui commence. C'est Monique qui commence. Eh bien, allez, on va ouvrir. Monique, tu ouvres le bal de la science d'aujourd'hui. Alors, c'est un petit poème qui s'intitule La lettre de l'aîné. C'est un jeune homme qui a quitté son village il y a longtemps à la suite d'un chagrin d'amour et il écrit à ses parents. Voilà la lettre de l'aîné. Je viens tout simplement vous demander pardon d'avoir mis si longtemps à donner des nouvelles. Je voudrais tant savoir comment est la maison, le grand pré de devant, les fleurs de la tonnelle. Racontez-moi tout ça si vous avez le temps. Dites-moi la forêt, les chevaux du grand-père. Le chien doit être vieux s'il est toujours vivant. Redonnez-moi le goût du lait qu'on vient de traire. Père va-t-il toujours chaque mois de septembre à la foire aux cochons, son bâton à la main, et boire son vin blanc chez la mère Alexandre pour revenir joyeux le lendemain matin? Il faut me dire aussi si mère a la santé, si la chèvre marron fait encore des petits, si beaux qu'on ne vendait ni ne tuait jamais. Racontez-moi l'odeur de notre pain qui cuit. Y a-t-il, comme avant, pendu près de l'horloge, dans la salle assombrie, le grand calendrier, étalant au regard les montagnes des Vosges où nos anniversaires étaient tous soulignés? De la belle fiancée que l'on m'avait promise, vous pouvez me parler si vous le désirez. Maintenant, à jamais, il faut que je vous dise, d'amour, je suis guérie et je vous reviendrai. Joli. Merci. Alors, c'est moi qui suis. Toujours un peu rural chez moi. Oui, mais c'est toujours en campagne. Oh non, c'était pas. c'est une couleur. Ouais. Alors, moi, je vais vous lire une nouvelle qui est tirée de ce livre de nouvelles de Claude Puget-Renaud qui s'intitule Vous êtes toute seule. Et moi, je vais lire justement la nouvelle qui s'intitule Vous êtes toute seule. Excédée par une matinée de mesquinerie, Fabienne sort du bureau et se dirige vers son restaurant habituel, au rendez-vous des amis. On y mange bien et pour un prix encore raisonnable. Mais à l'avance, elle se sent agacée par la question de la serveuse. « Vous êtes toute seule ?» Ça se voit, non? Et cette façon d'appuyer sur « toute », elle le sait qu'elle est seule, inutile de le souligner. Et depuis plusieurs semaines qu'elle vient chaque midi, cette garce de serveuse pourrait lui épargner la répétition de l'interrogation. Solitaire, Fabienne, et de surcroît non reconnue. Combien d'années encore avant d'être intronisée, promue parmi les élus, table réservée et pichée de Beaujolais apportés d'office en même temps qu'à corbeille de pain? Certains clients masculins, a-t-elle remarqué, détiennent ce privilège. Il est vrai qu'ils ont l'air usés. Fabienne a faim et le jeudi est jour de daube. Elle aime, elle entre résignée, tente de se faire imperméable à la question et se laisse installer à la place déterminée par une loi supérieure qui décide des positions et des hiérarchies, comme dans son administration. Au rendez-vous des amis, l'on pratique la séparation des célibataires et des couples. Pour les premiers, une rangée de tables minuscules dans le prolongement de la porte. Fabienne supporte mal les coulis d'air froid à chaque entrée et sortie. Sans doute est-il légitime d'être puni pour péché de solitude. Les tables pour 2 ou pour 4 sont proches des radiateurs et nantis de chaises plus confortables. Fabienne s'assoit et pense brusquement à ses impôts, à régler demain dernier délai. Sur ce plan aussi, la condition de femme sans homme et sans enfant se plie. Cuisine bourgeoise à prix ouvrier. La pancarte vieillotte est accrochée au-dessus de la caisse. Plus décorative qu'informative, estime Fabienne. Les ouvriers ont quitté ce quartier depuis longtemps. Restent ces visages ternes et blêmes, ces gestes et vestons étriqués. Des employés, de petits fonctionnaires, comme elle. Le lapin à la moutarde n'est pas mal, il faut l'avouer, et le pot-au-feu du mardi non plus.
Fabienne commande la daube, des carottes râpées en entrée. Et comme boisson, un petit pichet de Beaujolais. Il est exécrable, ce Beaujolais, et il lui donne des brûlures d'estomac, mais elle est condamnée à le commander jusqu'à ce qu'il arrive de lui-même sur la table. Peut-être, à défaut de reconnaissance, y gagnera-t-elle un début d'ulcère. Fabienne grignote du pain en attendant ses carottes. Demain, elle prendra un œuf mayonnaise. Les chiffres officiels attestent que les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Au moins, les statistiques ont-elles le mérite de la déculpabiliser de son état de célibataire, sinon de l'en consoler. Et ce sont justement les femmes, les collègues, les bonnes copines qui vous le font sentir. Ou cette serveuse, avec son tout. Aux hommes, Fabienne l'a remarqué, elle demande pudique « Un couvert ?» On est toujours trahi par ses sœurs. La solidarité féminine, Fabienne connaît. Elle finit de saucer le jus de la daube. C'est bon, ça lui fera toujours une joie dans cette journée morose. Une part de brie, plâtreuse et un café. Fabienne s'indigne d'une entorse à la loi qu'elle vient de repérer. Une femme seule est assise dans la rangée des couples. Au bout de combien d'années passées au rendez-vous des amis acquiert-on pareil privilège? Et dire qu'il lui faut retrouver au bureau, supporter les prérogatives des anciennes et encaisser leur vacherie? Fabienne s'offre un second café avec 2 sucres. Elle ramasse sa fiche. L'usage est de payer à la patronne. Amen et digne derrière sa caisse. La serveuse a oublié de noter le 2e café. Ah, Fabienne jubile, une petite victoire à son actif. Ce midi, jour du pot-au-feu, elle essaie de questionner la serveuse. Cette femme en face, comment ça se fait qu'elle soit à une table pour 2? Elle est veuve. Le ton de la serveuse est définitif. Elle débarrasse prestement et file vers la cuisine. Alors, il faut en avoir eu un dans son lit pour obtenir ou conserver un emplacement de couple. Fabienne extirpe une fibre de gîte d'entre-dedans et rumine. Elle en a eu quelques-uns dans ses draps. Distrait, pressé, vite en aller. Pour le plaisir qu'elle en a tiré, elle préfère la bouffe. Elle observe à nouveau la privilégiée scandaleuse. La veuve n'a pas pris le pot-au-feu, mais du petit salé aux lentilles, inscrit en permanence à la table. Une seconde assiette est posée en face d'elle, devant la chaise qui lui fait vis-à-vis. Du lapin à la moutarde, diagnostique Fabienne. La veuve attendrait-elle quelqu'un? Aurait-elle trahi le disparu? Non, pourtant, elle mange avec application. La peau, les yeux, les cheveux et les vêtements d'un gris quasi uniforme. Elle fixe un point au-dessus du lapin. Un regard de mort, se dit Fabienne. Dommage qu'il n'y ait pas moyen de parler avec cette serveuse qui ne l'a pas à la bonne. Elle lui aurait demandé des explications supplémentaires. Fabienne aimerait rester afin de vérifier si la veuve commande le café, mais il est l'heure et elle a pris du retard sur son travail de la matinée. Son chef de service va encore la houspiller. Elle se dépêche de payer et de sortir. Un peu avant d'arriver au bureau, elle passe devant un type assis par terre. Un chat en laisse à ses côtés, une assiette et une pancarte en carton à ses pieds. Fabienne se garde bien de la lire. Les chômeurs à la manque qui vous font le coup de l'arnaque, elle ne peut pas les sentir. C'est leur faute si on n'augmente pas les salaires des fonctionnaires. Et elle s'emmerde assez au boulot sans aller nourrir en plus ceux qui n'en ont pas. Vous êtes toute seule? La serveuse pose la question sans regarder Fabienne, ou à peine. La voix accentue le tout, comme si résidait là une indignité propre à la femme. Fabienne ne répond pas et parvient à se glisser à une table proche de celle de la veuve. Même si persiste entre elles la barrière de l'allée centrale, aussi infranchissable que celle qui sépare hommes et femmes dans les églises basques. À présent, Fabienne sait. Hier, elle a réussi à se renseigner auprès de la patronne, plus abordable que la serveuse. Oui, elle est veuve, depuis peu. Il y a encore 6 mois, elle déjeunait ici avec son mari 3 ou 4 fois par semaine. Il aimait beaucoup notre lapin à la moutarde. Fabienne s'était demandé s'il en était mort.
Et puis, un cancer de l'estomac à toute allure. Après, elle est revenue chez nous. Bien sûr, on lui a laissé reprendre la même table. Et elle lui commande toujours son lapin. Vous avez peut-être remarqué. Comme elle paie les 2 menus, vous comprenez, Fabienne avait acquiescé. Il faut comprendre la vie. Le coup du lapin semble être un leurre efficace. Après tout, chacun ses trucs. Fabienne se sent moins seule depuis qu'elle connaît le secret de la femme grise, mais regrette que celle-ci ne daigne jamais regarder ailleurs. Sans doute est-elle toujours omnibulée par son homme. La serveuse débarrasse la table de la veuve, emporte le lapin intact et le dépose sur la desserte du fond. 5 minutes plus tard, elle le pose sur un chauffe-plat, puis le porte à l'un des clients célibataires. La part du mort, 2 fois payé. Au rendez-vous des amis, il n'est pas de petit profit. Fabienne se promet de ne plus jamais prendre de lapin à la moutarde. À la sortie du bureau, elle constate que le chômeur a changé de place. Il est à présent adossé à la devanture d'un charcutier-traiteur. Plus éloquent, évidemment, à moins qu'il ne cherche à bénéficier de la chaleur diffusée par la rôtissoire à poulet qui tourne lentement à côté de lui. Fabienne le regarde. La trentaine, un jean décoloré, son chat et lui ont l'air propres. Les mêmes yeux jaunes, pas vilains les yeux. La pancarte est à moitié posée sur les baskets. Il a faim, moi aussi. Indignée de ce qu'elle estime être un chantage, Fabienne entre dans la boutique, achète du jambon blanc et les miettes sur le papier d'emballage qu'elle pose avec ostentation devant le chat. Il mange poliment, tolère une caresse. L'homme n'a pas bronché, regard fixe, on dirait celui de la veuve. À moins qu'il ne fasse du yoga. Ça nourrit, paraît-il, ça régularise le métabolisme. Une odeur de poulet grillé se répand. Fabienne contemple dans la vitrine les boudins blancs et les galantines. Une crampe d'estomac. Elle se précipite vers le restaurant, retrouve la question et la daube rituelle. La seconde ne compense pas la première. Le lapin à la moutarde est à sa place, la veuve semble plus les velouter. Le soir, Fabienne s'achète une tranche de jambon. Rentrée chez elle, elle la coupe machinalement en menus morceaux et mange à bouchées parcimonieuses. Elle sursaute. Ridicule cette didette féline. Et même plus une canette de bière au réfrigérateur. Elle ne parvient pas à déterminer s'il est plus triste de manger seule chez soi ou au restaurant. Après la télé, elle avale d'une lampée un vieux fond de whisky et se couche. Des yeux jaunes trouent la pénombre. Le chat n'est pas là aujourd'hui. Fabienne s'arrête. Vous êtes seule ? L'homme semble absent. Fabienne insiste. Qu'est-ce que vous avez fait de votre chat ? Il lève lentement un regard jaune. Non, gris-jaune. Je l'ai laissé chez un ami, en banlieue. Il hésite, précise. J'ai dû quitter ma chambre de bonne. Les 2 dernières nuits, je les ai passées dans un foyer d'accueil. Ils ne prennent pas les bêtes. Un silence. Fabienne jette un coup d'œil sur les pâtés en croûte. On pourrait déjeuner ensemble. Il ne répond pas, ramasse la pancarte et l'assiette, vide, les glisse dans une vieille gibecière, se lève. Il la suit, légèrement en retrait. Vous êtes toutes... Fabienne est entrée la première, masquant les yeux jaunes. Non, 2 couverts. Doublant la serveuse médusée, elle se dirige vers la rangée réservée aux couples, s'installe d'autorité à côté d'un radiateur, invite les yeux jaunes à s'asseoir en face d'elle. La patronne esquisse un sourire bienveillant. La serveuse ne traîne pas pour apporter la carte. C'est le jour de la blanquette. Non, il préférerait le poulet provençal. Ça se comprend depuis le temps qu'il respire l'odeur de ce volatile. Vous promenez du vin ? Le Beaujolais est buvable ? Non, merci, un demi si ça ne vous fait rien. Sa voix est lisse, son visage aussi. Il doit être plus jeune qu'elle ne le croyait. Pas de conversation, peu importe. Fabienne se fait volubile, parle de son administration et des tracasseries imbéciles de son chef de service, raconte à mi-voix l'idylle de la veuve et du lapin. L'homme sourit, poliment. Fabienne soupire, savoure le plaisir de parler en mangeant, s'anime, multiplie les gestes, ses mains et ses lèvres n'arrêtent pas. Le Beaujolais lui paraît acceptable, en tout cas, ne lui provoque pas d'aigreur. Elle propose du fromage, un dessert, il remercie. Un café lui suffira. Fabienne commande néanmoins
2 parts de tarte aux pommes qu'elle dévore avec jubilation. Il s'excuse, il aurait bien aimé offrir le café, mais ce matin, la recette a été nulle. Il y a des jours comme ça. Elle comprend, il n'y a pas de honte. Elle le laisse à son poste habituel. Elle passera le prendre demain à la même heure. Au bureau, l'après-midi lui semble moins long. Un mois après, Fabienne n'en sait davantage sur cet homme. Un chômeur ou un doux marginal. Elle lui a demandé sous quelle rubrique il était inscrit à la NPE. Il a laissé entendre qu'il n'avait pas de qualification. Les questions dérapent sur sa transparence. Un logement? Non, il n'a pas vraiment cherché, il se débrouille pour dormir à droite ou à gauche. Quant au chat, toujours hébergé, il va le voir et le nourrir chaque soir. Il ne peut pas se passer de son chat. Un été, peut-être, partiront-ils tous deux avec eux vers le midi et dormiront-ils ensemble à la belle étoile. À midi 10, elle retrouve les yeux jaunes devant le charcutier. À midi 15, leur table au rendez-vous des amis. Lorsqu'il a ramassé quelques pièces, il offre le café, voire un dessert. Rarement, peu importe. Fabienne ne saurait payer trop cher le plaisir, en arrivant, d'entendre la serveuse demander « Une table pour deux ?» Elle est deux, elle mange pour deux, ou presque. Il a un appétit d'oiseau. Le jour où il a commandé du lapin à la moutarde, elle a vérifié que la portion arrivait directement de la cuisine. Le plus souvent, il s'en tient à son demi et à son poulet. Il en laisse un morceau dans son assiette, le ramasse dans sa serviette en papier avant que la serveuse ne desserve et le glisse dans sa gibecière. Le dîner du chat est prêt. Elle n'aime pas lorsqu'il fait le mort. Elle le titille, il résiste de son air lisse. Elle se met à discourir toujours plus abondamment. 15 jours plus tard, le temps s'améliore et les yeux jaunes proposent d'acheter une pizza ou une quiche et d'aller la manger sur un banc du square voisin. Ce serait plus agréable et moins coûteux. Fabienne allègue qu'elle déteste les pique-niques. Les bancs sont poussiéreux, on se salit et on a les doigts poisseux. Pour rien au monde, elle ne voudrait manquer son entrée au rendez-vous des amis, ni les regards de la serveuse, de la patronne et des habitués. Même la veuve grise a une fois levé les yeux au-dessus de son lapin en direction de ce nouveau couple. Il n'est pas devant le charcutier traiteur. Fabienne sent ses jambes flageoler. Elle hésite, puis se décide à se renseigner à l'intérieur. Ah oui, l'homme à la pancarte. Oh, ces types-là, ils disparaissent comme ils sont venus. D'ailleurs, ils ont intérêt à changer de quartier s'ils veulent ramasser un peu de fric. Non, en général, on ne les revoit pas. Fabienne perçoit l'ironie de la voix et achète une part de tarte au poireau afin de s'assurer une sortie un peu digne. Au square, elle se chauffe au soleil. C'est vrai que par ce temps, un pique-nique n'est pas déplaisant. Oui, elle aurait dû venir avec lui plus souvent. Peut-être ne serait-il pas parti. Le soir, assise par terre dans son studio, elle picore une salade mélangée en écoutant la radio. Tout de même, il aurait pu prévenir, dire au revoir, remercier. Un attentat rue de Rennes, des morts, des blessés graves. Oui, la prévenir, lui indiquer à quel endroit il a envisagé de s'installer. Évidemment, ces gens-là n'ont pas de projet. Elle non plus, d'ailleurs. Peut-être aurait-elle dû lui proposer de l'héberger avec son chat, cela va de soi. Le mettre dans son lit pour être assuré de l'avoir à sa table. Les commentaires sur l'attentat se succèdent. De toute façon, avec ce gouvernement d'incapables, à preuve, le blocage des salaires des fonctionnaires dont elle fait les frais, l'argent a filé à toute allure ce mois-ci. Ça lui apprendra à entretenir un pseudo gigolo. Même pas, une ombre et son chat. Quelle idée aussi d'aller jouer au restaurant du cœur. Plutôt ratatiner son cœur, comme ses seins. Fabienne les regarde dans la glace en se déshabillant. Il lui donne une fade envie de pleurer. Elle la ravale. Elle ne veut pas risquer de voir des yeux jaunes scintiller dans l'obscurité. Vous êtes seule aujourd'hui? Oui. Il est mort dans l'attentat hier. La serveuse se décompose. Fabienne en profite pour marcher d'un pas ferme vers leur table. Elle s'installe et se drape dans la dignité des veuves. La serveuse est allée parler à la patronne. Celle-ci acquiesce d'un hochement grave. Fabienne savoure les regards qui la font exister. La serveuse s'approche, visage de circonstance, voix assourdie par les nuances délicates des condoléances. Je laisse les 2 couverts? Bien sûr.
Pour moi, ce sera le petit salé aux lentilles et un poulet provençal. La serveuse ne traîne pas, apporte d'office le Beaujolais et le demi avec la corbeille à pain. Pousse la prévenance jusqu'à disposer 2 assiettes préalablement chauffées. Fabienne mange avec un appétit qu'elle essaie de dissimuler, marquant une suspension entre chaque bouchée, mais c'est pour mieux déguster. Lieu figé sur la chaise d'en face et tout en même temps absorbée dans une douleur intérieure. Elle jubile. Elle enchaînerait bien que le poulet. Elle y renonce, un peu de décence. Il faudra payer, peu importe. Pareille jouissance n'a pas de prix. Atone, son regard dérape sur celui de la veuve. Les connivences silencieuses. Fabienne commande 2 cafés et avant que la serveuse ne desserve, s'empare discrètement de la cuisse de poulet. Elle l'essuie avec la serviette en papier et la glisse dans son sac. Son dîner est prêt. C'est un peu long, hein, non, c'est Il y a Pierre qui applaudit. bravo. Oui, c'est très bien. C'est très bien. Super. Allez, un petit poème. Oui. Ah non, un petit poème. Allez, Ça, je crois que je l'avais lu quand La nuit des... la nuit. Ça y est, j'ai perdu. La complainte de la dame de la tour. Noble dame, qu'attendez-vous dans la grande salle de la tour? J'attends mon si aimable époux, parti depuis tant de jours. Parti où ça, belle dame, et dans quel but, si loin de vous? Essayez de sauver son âme au tombeau de Jésus si doux. Il partit à la Saint-Michel, sur les barques du roi Louis. Mais, m'a dit un ménestrel, le roi de la peste a péri. Depuis, je prie mon doux Seigneur, Jésus, le Fils de Notre-Dame, de consoler mon pauvre cœur ou de faire périr mon âme. On dit qu'en ce pays païen, les infidèles sont des fous et que les nobles sarrasins vous coupent la tête d'un coup. Ô chevalier, mon doux époux, je meurs dans la désespérance. Revenez vite parmi nous. Vous nous faites trop de souffrance. Dans notre beau pays de France où l'on a tant besoin de vous, jetez vos épées et vos lances, laissez se dévorer les loups. Si à la Saint-Michel prochaine, votre étendard flottant léger ne se montre pas dans la plaine, à l'étang, j'irai me noyer. C'est beau. C'est toi qui les as écrits? Oui, j'ai pris l'inspiration de plein moment. Ils sont vieux. On a une visite. on a une visite entre-temps. Allez, je passe Allez. hop, sur Joël. Moi, je prends rien avec Zoom. Hein. Tu viendras nous voir au forum. Moi, ben, j'ai tout déjà allé voir le jeune, là, il connaît rien du tout. Hein. Je vous lis à nouveau un petit extrait de L'inconnu sur la terre de Jean-Marie Gustave Le Clésio, parce que j'aime beaucoup ce livre. Voilà. Donc, il y a plein de belles choses à lire dans ce livre. Les visages sont beaux. Les visages sont beaux. Il n'y a rien de plus émouvant dans la personne humaine, rien de plus accompli. Un visage, n'importe lequel, surgit au hasard dans la foule, porté en haut du corps et s'avançant vers moi, un peu secoué par les mouvements de la marche, planant comme un cerf-volant, éclairé par la lumière. Je le regarde et je ressens l'émotion de mon espèce. Je reconnais chaque détail très vite parce que c'est ce que je connais le mieux de l'homme. Mais en même temps, je me sens troublée, trompée, parce que c'est l'image la plus mystérieuse, la plus difficile. C'est une beauté que je ne peux comprendre toute. Ce qu'il y a de beau et de vaste dans la vie. La mer, le ciel,
le soleil, les fleuves, le vol des oiseaux, les feuilles des arbres, les fleurs, tout cela est dans ce visage et bien d'autres choses encore. Il y a d'autres visions, celles des monuments silencieux, églises sculptées, hautes tours dédaigneuses, temples, grands ponts qui enjambent les vallées, routes sans fin, jardins, champs d'herbe. Je vois cela sur le même visage. Je n'imagine pas cela, mais cela y est véridiquement clair et lumineux. Les visages sont lisibles. Tout y est inscrit dans les plis et les reliefs. Visages comme des paysages lisses, transparents, pays d'eau et de lacs où brillent les yeux translucides, ou bien compacts, terre minérale, terre brûlée, aux yeux enfoncés dans les failles des paupières étroites. Visage cuit par le soleil, par le froid, par le vent. Visage terne, gris, sans lumière, comme sorti de l'intérieur de la terre. Visage souterrain. Visage nu. Visage illuminé, rayonnant. Visage effacé ou caché par les masques. Il n'y en a pas d'indifférents. Ils sont le premier signe, le premier appel, avant toute parole et toute pensée. Ce sont eux qui inventent la sculpture, car en eux, tout est exprimé. En eux, il y a déjà tant d'histoire et de vie que je ne peux les regarder sans appréhension. Que vont-ils dire? Que vont-ils me dire? Qui va me troubler, me conquérir? Mais je ne peux imaginer de vivre sans voir ces visages d'hommes, sans percevoir leur histoire. L'infinie variété de ces signes s'assemblant, se complétant, construisant un monde, un pays, une âme, chacun parlant pour soi, disant ainsi, par sa seule image, son aventure terrestre. Disant son histoire, son éducation, sa passion, son désir, son espérance, son habitude. Disant son passé aussi, celui de sa race et de sa culture, continuant ces signes venus du plus lointain du temps, vestiges ressurgis des expériences antérieures. J'aime tant de beauté et de savoir, aussi simple, aussi lisible sur les visages des hommes. Je les regarde, un à un, au hasard, dans la foule, ou bien isolés dans les cachettes des chambres, dans les coques des autos, à la lumière du jour, éclairés par les reflets de la mer, solitaires, étrangers, peints par la lumière électrique des cafés, des autobus, des bureaux, des ateliers, visages d'hommes, de femmes, vieillis, usés, visages triomphants, juvéniles, visages lisses des enfants, des vieillards parfois. Comme ils sont nombreux, jamais aucun livre, aucun tableau ne me parlera comme ces visages, ne me racontera d'histoires aussi belles, aussi simples. Jamais aucune écriture ne me donnera tant de vérité, d'émotion. C'est en eux que se forment les passions, la haine, le désir, la joie. C'est d'abord sur les visages qu'on les rencontre. C'est sur eux qu'on apprend à lire les sentiments des hommes, à reconnaître les mouvements de l'âme, pour mieux se défendre, pour mieux savoir ce qui vous arrive. Sur eux, les drames, les passions,
avant même de prendre le chemin du langage, se montrent et nous atteignent. Toujours nous regardons les visages, nous les interrogeons, nous essayons de lire en eux, avant d'entendre la voix ou de comprendre la situation. Nous les regardons comme la partie la plus transparente du corps, la seule où soit perceptible tout de suite le feu interne de la vie, le feu de l'esprit, le feu du regard, le feu du désir. Le reste du corps, les mains, les jambes, la poitrine, le ventre, cela n'a pas d'importance. Cela est pour soi, pas pour les autres. Cela ne parle pas, ne voit pas, ignore le regard et n'entend pas le langage. Le corps est opaque. Mais les visages, on les connaît, on les reconnaît. Ils sont le centre même de l'univers humain, le signe distinctif et caractéristique de ce qui nous ressemble et n'est pas nous. Sur le visage de l'homme naît la conscience qui nous rapproche et nous sépare d'autrui. Ayant appris à lire sur les visages proches, nous apprenons à parler avec notre propre visage. C'est lui que nous apercevons sans cesse autour de nous. Tous ces gens, tous ces passants, ces étrangers, ils ont nos yeux, notre nez, notre front, notre bouche, nos rides. N'est-ce pas surprenant? Dans les miroirs qui sont partout, nous nous regardons les autres. Aucune science n'est plus précise sans doute, car il ne s'agit pas de connaître une série, ni d'interpréter au hasard. Il s'agit d'une connaissance qui porte sur des millions de signes. Chaque visage, tel un idéogramme, est entier, indissociable. Sur la structure élémentaire, chaque trait, en se modifiant ou en se déplaçant de quelques millimètres, donne une parole nouvelle, un sens différent. Et pourtant, chaque signe doit être reconnu, mis à sa place dans la mémoire, ordonné par les milliers de visages et d'expressions que nous avons retenus depuis le commencement de notre vie. Étrange science, vraiment, qui se confond avec la vie, car cette connaissance n'est pas une érudition, ni même une perfection de la conscience. Ce que nous donnent les visages humains, ainsi, à chaque instant, est plus simple et plus réel qu'aucune autre connaissance. C'est quelque chose comme le désir immédiat de la communication, quelque chose qui ressemble à l'origine même du langage. Toujours précédant la parole, avant même l'organisation de la vie collective, la science des visages nous fait hommes, habitants de cette terre, citoyens, sujets et objets des passions et des interdits humains. Cette science est l'expression de la plus haute curiosité, du désir d'autrui, de la nécessité du monde des hommes. J'aurais dû arrêter un petit peu plus tôt. Ouais, tu t'es laissé emporter, mais on était emportés aussi, nous, on écoutait. Tu nous as emportés avec toi. Voilà. Merci. On attendait la suite. On est lancé, hein. Oui, oui. Ouais, c'est ça. Quand on se met à écouter, c'est fou. C'est comme emporter sur un bateau. Merci à chacune de vous pour cette nouvelle séance de lecture. On arrête ou pas? C'est comme vous voulez. Sinon, on avait quelque chose en plus. Vous aviez encore un petit truc à Oui, lire? mais je ne sais pas, c'est l'heure Ouais. peut-être. Il est 17h10. Oh, ben, on en a pour 10 minutes. 10 minutes, allez, on se donne 10 minutes de rab. C'est Volontiers. Alors, Comment je tu fais? tourne. c'est un petit espace, un petit souffle de quoi? D'espérance,
Voilà. Légèreté. De légèreté, puis même, voilà, on se remet dans nos baskets là, avec ça. Mmh. Hein, c'est un peu ça. Oui. Je vous lis juste, alors voilà le titre, Le sel de la vie, de Françoise Héritier. Or, on a choisi deux paragraphes parce que vous verrez, je vous conseille de le lire, de l'acheter, de le lire. C'est une suite, c'est une énumération, mais voilà, on ne pouvait pas le lire en entier, c'est beaucoup trop Voilà. long. C'est toutes les petites choses qui font le sel de la vie. Voilà. Mmh. Alors, voici ce qu'elle en dit. Un beau jour d'été, si l'on peut dire, car il faisait alors un temps de chien, j'ai reçu une carte postale d'Écosse. Quelqu'un que j'aime beaucoup, le professeur Jean-Charles Piette, Monsieur Piette, comme je l'appelle dans mon fort intérieur, envoyait quelques mots de l'île de Skye. Cela commençait par « Une semaine volée de vacances en Écosse ». Il faut savoir que le grand clinicien, professeur de médecine interne à l'hôpital de la Pitié, adoré de ses patients dont je suis depuis 30 ans, il ne vit que pour eux et pour son travail. Je l'ai toujours connu au bord de l'épuisement physique et moral. J'ai alors commencé à lui répondre en ce sens. Vous escamotez chaque jour ce qui fait le sel de la vie. Et pour quel bénéfice? Sinon la culpabilité de ne jamais en faire assez. Commençant à fournir quelques grandes pistes au début, je me suis vite prise au jeu et je me suis interrogée sérieusement sur ce qui a fait et continuera à faire, j'en suis sûre, le sel de la mienne. C'est donc une énumération qui suit, une simple liste en une seule grande phrase qui est venue ainsi toute seule, par à coup, comme un grand monologue murmuré. Pas fini? Fondre devant la retenue dévastatrice de Robert Redford dans Out of Africa, ou la tout aussi dévastatrice insolence de Clark Gable dans Autant en emporte le vent. Trier des lentilles, ôter un caillou de son soulier, prendre un bain de minuit, assister à une aurore boréale, faire des culbutes et des roulades dans l'herbe, trouver un trèfle à 4 feuilles, réussir une réussite, retrouver le goût des recettes du passé, calculer ses pas sur les pierres qui bordent les trottoirs, écouter la petite musique qui annonce les trains, imaginer ce que l'on pourrait faire d'un objet ou d'une maison ou d'un lieu, choisir la croûte du pain bien cuit, ramasser de l'herbe pour les lapins, arroser les fleurs, tricoter une écharpe mousseuse, voir le rideau se lever au théâtre quand s'éteignent les lumières et que s'apaise le brouhaha, attraper de justesse une bouchée dans un cocktail, pleurer en écoutant le voyage d'hiver, aller à la recherche des sources de la Loire au Mont-Gervais-des-Joncs, complimenter une inconnue dans la rue, se tromper de jour, de semaine ou de mois dans un rendez-vous, se retrouver après 20 ans comme si on ne s'était jamais quitté, mettre un parfum qui s'oublie, savoir se faire oublier, amuser la galerie, soulever un enfant en protestant de son poids, mais éviter de l'ennuyer par des questions idiotes, se demander où l'on était avant de naître, plutôt que ce que l'on deviendra après la mort, froisser du papier journal, découper des images et faire des collages, décoller en avion ou atterrir, regarder avec convoitise les plats servis à ses voisins, observer la démarche des passants et faire de la psychologie sauvage, attendre à la terrasse d'un café, se dire qu'il faudrait faire de la gymnastique, penser parfois à respirer profondément, mettre à plat un trombone, monter à la main une mayonnaise ou des œufs en neige, découvrir un fruit exotique délicieux, se remémorer les patois de son enfance ou des proverbes
ou des savoirs, utiliser des mots justes qui surprennent, boire quand on a très soif, n'avoir jamais honte d'être soi. Se donner du mal pour une broutille, craquer des allumettes, faire briller des cuivres, somnoler à une conférence ennuyeuse, faire des mots croisés difficiles, jurer comme un charretier si les objets s'obstinent à se mettre en travers, et de préférence en breton, car soit nom des dieux. Ne pas être dupe des attentions flatteuses et ciblées, succomber à la tentation gourmande, grimper autour de Notre-Dame et rêver d'aller au Machu Picchu, recevoir par le travers l'écume des chutes du Niagara, faire le tour d'un énorme baobab, Tirer l'eau d'un puits à la force des bras et sans poulie, se sentir protégé par une moustiquaire, ouvrir un paquet cadeau, qu'est-ce que c'est? Être curieux et avide du lendemain. admirer un grand âne du Poitou ou une vache de Salers, se jeter épuisé sur son lit avec la conscience du devoir accompli, terminer une grosse vaisselle, monter au Ménez Homme, partant de brouillard, au pied de dôme par beau temps, au Ventoux par vent froid, ouvrir le capot d'une voiture qui fume à la casse déserte de l'Isoire. Retrouver une vieille boîte à trésors avec un beau mica dedans. Avoir conscience du caractère fugace des choses et de la nécessité d'en profiter. Réciter en y mettant le ton une fable de La Fontaine. Maîtriser sa paresse et sa peur du changement. Prendre une petite bière à une terrasse par une belle fin d'après-midi. Et se trouver une petite faim. Frissonner légèrement à la tombée du soir. Être imperméable à la perfidie de certains propos. Ne pas trouver beau Monsieur Muscle et ses tablettes de chocolat. Conduire une chèvre par les cornes. Se faire gronder par une siamoise jalouse. Identifier des instruments dont on ignore l'usage. Se taire et ne parler qu'à bon escient. Ne pas se croire obligé de faire comme tout le monde. Se demander si l'on apprécierait la vie monacale. Être curieux de tout. Avoir les yeux ouverts. Humer avec bonheur l'odeur du foin fraîchement coupé ou celle du farèche. Hésiter sur l'odeur de vase à marée basse. Traverser une rivière à gué ou en sautant de pierre à pierre. Mettre des moustaches à la Joconde. Et rire sous cape en se souvenant du surréaliste. À lèche au haut cul. Se tenir si coin qu'un oiseau s'y trompe. Attraper une mouche d'un seul coup de main comme Obama. Écouter ruisseler l'eau d'un torrent. Pousser des cris d'orfraie en s'asseyant dans une voiture chauffée au soleil. Comme vous pouvez le constater, très cher Jean-Charles, il ne s'agit pas là de hautes spéculations métaphysiques, ni de réflexions très profondes sur la vanité de l'existence, ni de l'intimité brûlante de tout un chacun. Il s'agit tout simplement de la manière de faire de chaque épisode de sa vie un trésor de beauté et de grâce qui s'accroît sans cesse, tout seul, et où l'on peut se ressourcer chaque jour. Rien de tout cela n'est vraiment sorcier, n'est-ce pas? Il y a certainement dans ce fatras hétéroclite des sentiments, des sensations, des émotions, des bonheurs que vous avez éprouvés et que vous éprouvez toujours. Et vous avez votre provende de souvenirs propres qui ne demandent qu'à ressurgir pour vous tenir compagnie et vous soutenir dans tous vos actes à venir. J'ai appris à les reconnaître pour ce qu'ils sont, les jalons goûteux de notre vie.
Du coup, elle devient tellement plus riche et plus intéressante que ce que l'on croit. Et surtout, dites-vous bien que rien de tout cela ne pourra jamais vous être enlevé. Et ben voilà. Merci beaucoup. Voilà, Pierre applaudit. Alors, je vous montre entre-temps, il y a Martine qui nous a rejoint. Voilà, qui est là. Et entre-temps, on a perdu... C'est Martine Weber. Non, oui. voilà. Ah oui, Martine. Donc, Je suis. ah ben non, bah, tu es là avec nous. Alors, si tu n'es pas devant... Chez toi, Si tu n'es pas devant un ordinateur avec une caméra, on ne te voit pas. Ah, d'accord. Mais tu viendras au forum, on Moi, je verra viendrai comment au faire. forum parce que moi, je vois rien. Alors, j'ai envie de vous lire Pierre. Donc, Pierre qui n'a pas Pierre qui n'a pas de micro nous a écrit quand même des petits commentaires puisque c'est possible. Coco, je te le dis aussi, il y a un bouton de chat. Tu peux appuyer sur chat et nous écrire des petits mots vu que tu n'as pas de micro non plus. Donc, Pierre nous a dit « Merci à vous trois. Très beau texte, de l'émotion, du rire et de la poésie. » Ici, c'est Pierre. Pierre, il est là. Il est là. Voilà, il nous fait coucou. Et puis, alors Martine, si vous souhaitez, vous pouvez réactiver le micro et dire un petit mot, si vous en avez envie. Pas obligé. Ah, Martine connaît le livre. Ouais. Voilà, oui, je vous ai rejoint avec un peu de retard parce que je viens juste d'arriver. Voilà. Voilà. Et donc, il paraît que vous connaissez le livre. Ah oui, j'adore, oui. Ouais. Eh ben, moi, je ne connaissais pas. Mais... Très souvent, je l'ouvre pour lire un petit bout comme ça. D'accord. Ça me fait toujours du bien. Ouais. Très agréable. Ouais, ça donne envie de se dire, tiens, oui, de jouer le jeu. Hein, Oui, oui, de jouer le jeu de la simplicité. Moi, je mettrais quoi comme petit mot, ouais. Et donc, super. Et Pierre nous écrit aussi, pendant que vous étiez en train de lire, il nous dit, tiens, je mangerai bien du lapin à la moutarde avec du sel de la vie. C'est joli. Voilà. Et ben, il n'y a pas plus de personnes que ça Et qui la ont prochaine écouté. là, non, il y avait, voilà. Ouais. Non, là, il y avait 3 personnes, 4, voilà, qui viennent. Et après, d'autres qui écoutent. Mais du coup, rendez-vous jeudi prochain à 16h30. Oui, viens. Les gens qui sont là sont les bonnes personnes pour être là à ces rendez-vous. Voilà, non, mais d'accord. On n'a pas... Voilà, l'ambition n'est pas plus que ça. Après, c'est sûr que c'est chouette qu'il y ait quelques personnes. Si un jour, il n'y a plus personne, on se dira que c'est fini et qu'il faut passer à d'autres choses. Mais... Voilà, donc rendez-vous jeudi prochain à 16h30 pour une nouvelle séance de lecture. Après, voilà, peut-être s'il y en a qui ont envie de participer à lire aussi, ils peuvent se proposer, peut-être. Voilà, s'il y en a d'autres qui ont envie de jouer le jeu. Qu'est-ce que vous avez lu d'autre? Qu'est-ce qu'on a lu d'autre? Moi, j'étais bien en retard. Et oui, là, aujourd'hui, j'ai lu une nouvelle que j'ai tirée de Claude Pujade-Renaud. Une nouvelle qui s'appelle qui est tout, Vous êtes toute seule, et c'était tiré de là. D'accord. Voilà. Et moi, un extrait de L'inconnu sur la terre. Oui. Je ne vois pas bien. Je vois pas bien, mais c'est pas grave. L'inconnu sur la terre. De Clésio. Et puis, on a eu... Et on a eu des poèmes de Monique. Ah, Monique, Voilà. j'ai raté tes poèmes. Voilà. Mais ce sera possible en allant sur le site internet du forum, on peut voir l'enregistrement des lectures. D'accord. Voilà. D'accord, alors je me précipiterai demain. Voilà, il faut nous laisser le temps de mettre l'enregistrement d'aujourd'hui dessus, donc oui, pas ce soir. Je t'embrasse, Monique. Voilà. Donc, rendez-vous jeudi prochain pour les lectures. Et puis, comme je disais, il y a aussi une proposition mercredi prochain à 15h avec ce même lien Zoom pour une découverte de la sophrologie. Ah, très bien. Quelqu'un qui fait de la sophrologie ici à Saillant. D'accord. Voilà. Très bien. Merci à toutes. Merci. Bonne fin de journée. Bonne soirée. Au revoir.